Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Salon CPEM et bienvenue à l'espace conférence. Donc les conférences sont organisées par le magazine Production Maintenance et l'Association française des ingénieurs et responsables de maintenance, l'AFIM. Alors Olivier Guillon vous prie de l'excuser, il a été retenu aujourd'hui mais il sera là demain. Et donc je suis Karim Khalfan de l'AFIM Alsace. Bien, sans plus tarder, je vais passer la parole à Yann Bitpierre, la société iCare, pour sa présentation. C'est à toi. Merci Karim. Donc je m'appelle Yann Bittebière, donc je fais partie de la société iCare maintenant depuis 6 ans. Je m'occupe des équipes opérationnelles sur le nord de la France. Et donc notre travail au quotidien, c'est d'aider nos clients dans l'amélioration de la production et la disponibilité des machines. Aujourd'hui, on va aborder un terme au niveau de la lubrification. Donc on connaît tous la lubrification standard et on va essayer de comprendre comment l'industrie 4.0, comment la maintenance 4.0 peut nous aider au quotidien dans la lubrification. Donc au niveau industrie 4.0, quelle est la vision aujourd'hui de l'industrie 4.0 ? En fait, c'est la connexion des machines les unes entre les autres avec la partie industrielle IoT, tout ce qui est capteurs connectés, connexion des machines entre autres, et l'intelligence artificielle. La deuxième vision de la maintenance, qui est la maintenance 4.0, où là, c'est quelque chose qu'on fait depuis quelques années déjà. Maintenance 4.0 est un terme, on va dire, un peu marketing qui était amené de l'Allemagne et qui est arrivé en France il y a 2-3 ans pour parler de choses que l'on fait déjà depuis des années. Chez iCare, depuis maintenant 2004, on mesure des machines au quotidien. On mesure des paramètres type analyse vibratoire. Et maintenant, on est aidé depuis 2022 pour la mesure des machines grâce à des algorithmes. Et c'est pour ça qu'on parle d'industrie et de maintenance 4.0. Au niveau maturité, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a plusieurs types de maturité dans la maintenance. Il y a le niveau 1, qui est la partie inspection visuelle, les rondes quotidiennes que l'on fait dans nos usines pour voir les machines. Après, on a un step de niveau 2. Le niveau 2, c'est ce qu'on appelle plus particulièrement la maintenance prédictive, les mesures des machines grâce à des capteurs type analyse vibratoire, mesures de thermographie et autres. Au niveau 2, on peut aussi parler de lubrification, où ça serait votre ronde de graissage de tous les jours, où vous avez votre graisseur qui vient faire des mesures de graissage. Sur le niveau 3, là, on vient connecter les machines. On vient connecter, vous avez tous dans vos usines des machines connectées, des machines avec des capteurs de débit, de pression, de température, mais vous avez aussi des machines qui sont connectées grâce à des capteurs de vibration, que ce soit de la vibration en valeur globale ou pour faire de l'analyse spectrale. Au niveau lubrification, au niveau 3, ça pourrait être ce qu'on appelle des graisseurs automatiques, des mémolubes, des permalubes, ce qui vous aide au quotidien de garantir la bonne santé de vos équipements. Et le niveau 4, c'est là où on arrive vraiment sur la partie maintenance 4.0, où on va connecter les machines, mais en plus de connecter les machines, on va céder des nouvelles technologies d'intelligence artificielle, des algorithmes, pour nous aider à prédire les pannes de plus en plus précisément. Au niveau 4, pour la lubrification, ce que l'on va faire, c'est que pour la partie lubrification, là, on va combiner la vibration à la lubrification pour avoir la meilleure des lubrifications pour les machines. Au niveau, il y a une petite étude en 2018 qui a été faite par PwC au niveau de la maturité de la maintenance dans l'industrie. Cette maturité a été vue sur les quatre levels et on se rend compte que la plupart des responsables de maintenance ont dit qu'ils étaient à un stade 2, donc ils faisaient déjà de la mesure vibratoire.
Mais on se rend compte aussi qu'il y en a certainement quelques-uns qui ont enrobé un peu la chose parce qu'ils ont dit qu'en 2018, ils étaient déjà à un niveau d'industrie 4.0 dans leurs usines. On voit que la maturité change, mais en 2018, je ne pense pas qu'ils étaient déjà 11% à parler d'industrie 4.0 chez eux. Pourquoi aujourd'hui, vous, en tant que responsable maintenance, il est intéressant d'adopter une démarche de maintenance prédictive? Pourquoi vous en avez besoin au quotidien dans vos usines? 51% des responsables maintenance répondent à cette question-là pour améliorer la disponibilité des machines. Donc un responsable de maintenance sur deux dit « Oui, je veux mettre en place quelque chose pour améliorer ma maintenance prédictive, pour améliorer ma disponibilité machine. » Après, on a 12% des responsables maintenance qui répondent pour améliorer la satisfaction client. Des fois, quand ils parlent de satisfaction client, c'est une satisfaction client en interne. Parce qu'on découpe la maintenance et la production et du coup, ils disent mon client, le responsable de production, je le satisfais plus à ce niveau-là. 11% parlent de réduction des coûts de maintenance parce que adopter un bon programme de maintenance prédictive, ça permettra aussi de réduire vos coûts de maintenance dans un temps un peu plus long. 8% pour les risques au niveau HSE. Et après, nous avons d'autres pourcentages, augmentation de la durée de vie des machines, économie d'énergie, meilleure production et 7% d'autres. Donc, on se rend compte qu'on a quand même des responsables maintenance qui veulent adopter une maintenance prédictive, mais il y en a encore beaucoup qui ne l'adoptent pas. Les principales raisons qui ont été dites sur ce sondage, c'est que dans les usines, il n'y avait pas de cas d'études. Il y a 63% des responsables maintenance qui disent qu'ils n'ont pas des cas d'études pertinents pour adopter une maintenance prédictive ou pour aller sur des industries 4.0. Alors que l'on sait tous que des machines tournantes, il y en a partout. Donc normalement, on devrait pouvoir adopter une démarche industrie 4.0, maintenance 4.0, mais au jour d'aujourd'hui, on a du mal à passer le cap. Et la plupart des responsables maintenance disent que c'est parce qu'ils n'ont pas de cas d'études. Il y en a 23% qui pensent que c'est parce qu'ils ont un manque de données. Manque de capacité d'analyse de ces données, parce que c'est bien de les collecter, mais après, faut avoir les personnes compétentes pour les analyser, pour les interpréter, et après pour faire le diagnostic. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué aussi. On a fait une petite étude. Alors chez Iker, vu que notre métier principal, c'est la maintenance prédictive. On a environ 500 ingénieurs de maintenance prédictive partout dans le monde. Et on a fait une petite étude sur 800 de nos clients pour connaître la répartition des défauts sur les machines tournantes. Et donc, sur environ 640 000 analyses que nous avons fait, on se rend compte que 24% des défauts sont liés à des défauts de roulement sur les machines. Et on se rend compte aussi que 14% des défauts sont liés à la lubrification. Lubrification, roulement, souvent la première cause c'est la même, c'est un problème de lubrification qui amène derrière ça un problème de roulement. Donc vous voyez, sur 640 000 analyses qu'on fait chez nous, on se rend compte que 40% des défauts des machines tournantes sont vraiment liés à un problème de lubrification. Donc pour nous, c'est vraiment important de remettre, on va dire, la lubrification sur le devant de la scène, parce qu'on sait que c'est primordial pour les machines tournantes. Ça a été oublié pendant des années, mais au jour d'aujourd'hui, faut remettre, on va dire, les choses à leur place, et on pense que une bonne lubrification pourrait faire gagner beaucoup d'argent aux responsables de maintenance. On voit que une fois que les défauts de lubrification et les défauts de roulement passés, ce que l'on voit derrière, c'est du défaut de déséquilibre, des problèmes de structure. Souvent, les problèmes de structure sont liés à des problèmes de conception des machines, parce qu'il n'y a pas d'études de fait sur les machines avant de les installer. On n'a pas calculé correctement la structure et ça amène des problèmes de résonance et autres.
quel est aujourd'hui l'impact d'une lubrification de précision sur une industrie? Alors, sur le graphe, vous voyez, en 2005-2006, chez un de nos clients, on a commencé à faire une lubrification de précision. Donc, on voit qu'à cette période de 2005-2006, environ 45% des défauts sont liés à la lubrification. C'est 45% de défauts de roulement. En 2006-2007, ce nombre descend à 25%, remonte à peu près en 2007-2008 à 32%. Et on voit que 2008-2009 et 2009-2010, le pourcentage de défauts de roulement descend maintenant à 12-13%. Donc vous voyez, si on adopte au quotidien une bonne lubrification, on est capable vraiment de faire descendre le nombre de défauts qu'on a sur nos machines. Ça, c'est très important. Donc, il faut vraiment bien faire attention sur vos usines au niveau de la lubrification, savoir si vous avez un bon plan de lubrification, des bonnes quantités, les bons lubrifiants, parce que ou sinon, on a des défauts de roulement qui apparaissent énormément. Donc, au niveau de la lubrification, c'est ce que je vous disais, hein, un bon lubrifiant, déjà pour commencer, savoir si le lubrifiant est adapté à vos machines, savoir si le lubrifiant est adapté à la température de votre machine, à la température environnement, mais aussi savoir s'il a déjà bien été stocké avant d'être mis dans les machines. Il faut aussi faire attention à la méthode, donc savoir si votre plan de lubrification est correct, les quantités de graissage sont bonnes, savoir aussi dans les méthodes, est-ce que vos techniciens de lubrification sont formés. Au jour d'aujourd'hui, il y a des formations certifiantes à la lubrification, qui sont des formations ICML, qui permettent de donner les bonnes pratiques à vos techniciens de lubrification sur la lubrification. Il faut faire attention à la sous-lubrification, parce que la sous-lubrification, ça amène des casse-machines qui sont assez importantes. Donc une sous-lubrification ou une sur-lubrification, on aura toujours le même problème. Souvent, on se rend compte dans les usines plus de surlubrification parce que visuellement, on le voit en passant. Mais les sous-lubrifications vont avoir les mêmes dommages sur la machine. On ne va pas dire que c'est un problème de lubrification. Après, si on fait une analyse du défaut de roulement, des fois, c'est simple à faire. Hein. On coupe le roulement en deux. On va voir à l'intérieur ce qui s'y passe. Et comme ça, on peut déterminer les causes racines de la défaillance. Donc il faut vraiment faire attention à la sous-lubrification et la surlubrification dans vos usines. Parce qu'il y aura toujours forcément un impact sur votre machine. On peut faire une corrélation avec l'humain. Hein. Voyez, on peut boire une bière de 25 centilitres tous les jours. On aura une bonne lubrification. Mais si on prend 50 litres de bière en une seule fois, la lubrification de l'humain ne va pas être terrible. Donc on peut travailler là-dessus aussi. Au niveau de notre système, donc, on a développé chez Eker un produit qui est vraiment destiné à la lubrification des machines, qui s'appelle le 8 LubCare. Donc 8 LubCare, pourquoi? Parce que vous allez voir, le 8 Care 200 série, c'est notre système d'analyse vibratoire. Et il est connecté à une pompe qu'on appelle LubCare. Donc sur ce système-là de moto-ventilateur avec des poulies courroies, on a des accéléromètres sur les paliers du ventilateur et on a une pompe de lubrification qui va donner des lubrifications sur les deux paliers. Donc vous voyez, en fait c'est notre système 8Care qui va dire à la pompe de graissage quand est-ce qu'elle doit mettre de la lubrification dans la machine. Ce n'est pas une lubrification automatique sur une durée de temps ou autre, c'est vraiment lié à la vibration ou à la température qu'on aura dans la machine. Donc pour ceci, j'ai quelques cas d'études que l'on a mis en place. Donc le premier cas d'étude, on a installé ce système 8 LubCare sur une machine. Donc on a plusieurs solutions. Soit qu'on ait une solution portative, où on peut la mettre sur vos machines pour une période bien définie, ou on peut le mettre directement à demeure sur site. Donc c'est au choix. Donc là, on est venu avec notre système connecté notre 8 LubCare sur une machine aux alentours du 23 octobre.
Et on voit au niveau des jets, donc les jets en vibration, c'est ce qui permet de voir l'état de santé des roulements. Et quand on regarde notre, notre valeur globale, le trend de valeur globale, bah on voit qu'entre le 23 et le 26 octobre, on a des valeurs en G qui peuvent monter jusqu'à 2,5 G. Donc ça commence à être assez intéressant sur un roulement. Notre 8 Lubker, on l'a installé aux alentours entre le 23 et le 24, où vous voyez la petite flèche Start Periodic Lubrication. Et on se rend compte que le début de la bonne lubrification a commencé au 26 octobre. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre système ne va pas injecter énormément de graisse en une seule fois. Il va injecter de la micro-lubrification, donc de très petites quantités de graisse au quotidien ou plusieurs fois par jour, afin vraiment d'avoir une bonne lubrification la plus précise possible. Et donc, à partir du 26 octobre, on voit que les G sont redescendus à 1 G, 1,2 G. Et dès qu'il y a une petite augmentation, bah, la pompe à graisse, le système de vibration envoie le signal à la pompe à graisse. Et la pompe à graisse envoie directement un peu de lubrifiant dans les roulements. Et donc ça permet toujours d'avoir une bonne lubrification en continu de vos machines. Un deuxième cas d'étude où là on a installé notre système 8 Lubker, mais sur un moteur électrique qui était neuf. Ce moteur était chez un client, il était posé en magasin. Ils ont dû le remplacer pour une casse ou pour un préventif. Et quand ils ont installé le nouveau moteur sur site, comme ça se fait régulièrement, ben, le système Wicker, vu qu'il est capable de prendre des mesures de vibration, il a indiqué directement qu'il avait déjà 6G sur les roulements. 6G, c'est quand même déjà important pour des roulements. On voit déjà dans la forme d'onde qu'il y a quand même pas mal d'impact aussi. Et pour un moteur qui est neuf, si on n'aurait pas pu le voir en instantané avec notre système Wicker, bah, il y aurait peut-être pu avoir une casse de début de naissance parce que il était installé, peut-être qu'un mois après, le moteur était HS parce que le roulement était déjà HS. Donc c'est vraiment important déjà de regarder, quand vous installez un moteur neuf, s'il a déjà été graissé et de demander à quelqu'un de venir le graisser au démarrage pour avoir une bonne lubrification sur votre machine. Du coup, on a vu les niveaux importants. Le 8 Lubker n'a pas suffi pour diminuer la lubrification. On a dû demander à un opérateur de venir graisser sur place pour injecter énormément de graisse. Et c'est pour ça qu'on voit une descente assez importante aux alentours de 13 heures, parce qu'on est passé de 6G à 1,5 G. Donc vous voyez l'importance vraiment de la lubrification, c'est que les niveaux vibratoires ont vraiment un impact tout de suite. Et on voit une légère augmentation de la température quand la lubrification était bonne. Un autre cas d'étude où là, on voit que les niveaux sont à 2G tout le temps et il y a une augmentation des niveaux vibratoires sur ce roulement-là. Et dès qu'il y a une anomalie, ça a permis de réinjecter de la graisse au moment voulu. Voyez. Sur le cas numéro 4, on voit certains pics. Vous voyez, on voit au niveau de la température, certains pics qui arrivent à intervalles non réguliers. Et du coup, le client a permis de constater qu'il avait un bon graissage, mais de temps en temps, il avait un pic de température. Il s'est demandé pourquoi, il cherchait à comprendre et il n'a pas compris au départ pourquoi on avait un léger pic, pourtant on était bien lubrifié. Et en fait, ça a permis de comprendre qu'en fait, la machine, c'était quand elle était à l'arrêt qu'il y avait une augmentation de la température. Donc vous voyez, ça permet vraiment de contrôler vos paramètres, température et autres, quand il le faut. Parce que on aurait ça sur un autre système avec un système de lubrification automatique. Même pendant la phase d'arrêt, vous aurez une injection de graisse si besoin. Donc, d'où l'importance d'avoir un système connecté pour des machines vitales, parce qu'au moins vous avez vraiment
la micro-quantité de graisse qui va être mise en place. Le Wheel Loop Care peut aussi vous aider à définir vos intervalles de lubrification sur d'autres machines un peu moins importantes. On va dire, vous avez votre plan de lubrification qui est fait, vous souhaitez valider vos périodicités, vous venez avec le Wheel Loop Care sur une machine, vous venez l'installer pendant 2-3 mois, et comme ça permet de contrôler les intervalles de graissage. Parce que vous voyez, sur chaque pic, on voit une augmentation des jets, et donc ça veut dire qu'à ce moment-là précis, vous avez votre roulement qui manque un peu de lubrification. Donc le système Wheel Loop Care va vous donner un peu de lubrification, il va permettre de redescendre un peu léger, mais si après vous voulez le repasser en périodique de lubrification avec un technicien, ça vous permettrait aussi de lui dire, au lieu de venir tous les 2 mois, tu viens à des intervalles un peu plus réguliers, parce que la machine, on sait qu'elle a besoin d'être graissée toutes les 6 ou toutes les 8 semaines, parce qu'on a fait une mesure grâce au Wheel Loop Care. Donc ça peut être aussi un des avantages du Wheel Loop Care, c'est de venir vous aider sur site à contrôler les périodicités de vos lubrifications machines. Un dernier cas d'étude qui est assez intéressant aussi, qui est le Back Pressure, qui est la gestion sur notre système Wheel Loop Care. On a le retour de la pression de graissage. Ça veut dire que vous avez votre pompe, et s'il y a une augmentation de la pression liée à un tuyau de bouchée, liée à un orifice de bouchée sur votre roulement et autres, et que la graisse ne s'évacue plus correctement, vous serez directement alerté. Donc si c'est le tuyau de bouchée, ça vous permet d'arriver sur site et de mettre une maintenance sur vos tuyaux de graissage. Mais si le défaut est lié à un roulement qui est bouché en sortie de graisse, en évacuation de graisse, ça vous permet de demander une intervention mécanique pour venir nettoyer votre roulement, de venir nettoyer les évacuations de graisse. Et comme ça permet au niveau du client de programmer l'intervention. Si on ne l'aurait pas vu, c'est pareil, on serait passé en surlubrification à un moment donné parce qu'il n'y avait plus d'évacuation de graisse et ça n'aurait pas été bon pour la machine. Donc il faut vraiment faire attention à avoir une bonne lubrification assez précise. C'est pour ça que maintenant on parle de micro-graissage en injectant de très petites quantités de graisse à des intervalles beaucoup plus courts que d'envoyer 15, 20, 30 grammes de graisse en une seule fois. Voilà un peu pour nos retours de cas d'études sur notre système Wheel Loop Care. Pour finir, au niveau Industrie 4.0, chez Eker, on a développé une roadmap qui est notre feuille de route pour vous aider à franchir le cap au niveau Industrie 4.0. Donc pour franchir le cap Industrie 4.0, il faut déjà évaluer vos machines, il faut déjà analyser, savoir si l'analyse de criticité a été faite, parce qu'on ne va pas faire une maintenance 4.0 sur tout type de machine. On va plutôt le faire sur des machines stratégiques. Et donc, il faut définir les bonnes machines grâce à l'analyse de criticité. Une fois qu'on a fait cette analyse de criticité, on va définir les machines. Et sur les machines, on va devoir identifier leur mode de défaillance pour pouvoir identifier les bons capteurs. Parce que si on a des modes de défaillance et qu'on n'a pas les bons capteurs en face, on n'arrivera pas à voir les défauts arriver. Donc il faut vraiment faire des analyses de mode de défaillance pour pouvoir avoir les bons capteurs en fait, pour générer les bonnes données. Et une fois que c'est généré, on va les collecter, puis après les analyser et les visualiser, parce qu'il est important pour les responsables maintenance d'avoir les bons dashboards, d'avoir les bons tableaux de bord sur les sites afin de pouvoir piloter la maintenance. Et après, on va faire un retour d'expérience pour pouvoir améliorer toujours ce processus. C'est vraiment comme ça. Voilà un peu ce que l'on pouvait dire au niveau de notre système Wheel Loop Care. Si vous avez des questions, moi je vais rester là sur le salon CPM pendant les 3 jours. Vous pouvez venir nous rencontrer afin d'échanger.
Merci Yann. Alors juste une petite remarque amicale. Maintenance prédictive. En fait, il y a une norme qui définit la terminologie. C'est la NF-EN 13306 édition 2018. Et prédictive maintenance en anglais se traduit par maintenance prévisionnelle. Voilà, je ferme la parenthèse. On ne fait pas des prédictions en maintenance, mais on fait des prévisions. Ce n'est pas une science divinatoire. Merci pour ta présentation, parce qu'en fait, ça met en avant l'importance du graissage. Alors déjà, avant, moi je suis très bavard, vous allez vite vous en rendre compte. Est-ce qu'il y a des questions d'abord dans la salle? Enfin, dans la salle, dans l'espace, on va dire. Bien, donc je vais me permettre. Question? Non? Bon, alors pour revenir au graissage, c'est vrai que c'est... Alors souvent, quand vous remarquerez que je suis aussi enseignant, et si on pose la question, qui a envie que son fils soit agresseur? Voilà, on le voit à vos sourires, et pourtant on vient de voir que c'était une fonction capitale, mais vraiment capitale. Quand on regarde la durée de vie initiale des roulements, si vous avez 30% qui vont jusqu'à la durée de vie, c'est déjà bien. Et pourquoi? Par un problème de lubrification. Alors souvent, on fait l'effet café soluble, hein, c'est-à-dire qu'on met un peu de graisse, puis on se dit, allez, 2 coups de plus, ça ne fera pas de mal. Hein, plus il y en a, mieux c'est. Eh bien non. Parce que le surgraissage est une source de défaillance. L'avantage du graissage, c'est qu'on peut le détecter avant même qu'il y ait les vibrations. Et donc, coupler les deux, une technique n'est pas du tout exclusive par rapport à l'autre. C'est comme quand on va chez le médecin. Un médecin ne va pas vous faire une flopée de mesures pour votre analyse de sang sans savoir ce qu'il cherche. C'est-à-dire qu'il a déjà une idée de ce qu'il cherche. Et ici, avec les vibrations, on revient un peu à la même chose. C'est-à-dire que ce n'est pas du presse-bouton. On a souvent tendance, et tu me diras si je dis des bêtises ou pas, on a souvent tendance à confondre le suivi vibratoire pour la maintenance et l'expertise vibratoire. Ce n'est pas du tout les mêmes métiers, ni les mêmes appareillages. Est-ce qu'on est d'accord? Tu as tout à fait raison, quand même, là-dessus. Hein. On a deux méthodes de fonctionnement complètement différentes, que ce soit pour du suivi vibratoire que l'on fait au quotidien, ou quand on nous appelle pour des missions spot, pour aller faire une expertise parce qu'il y a une nouvelle machine, parce qu'il y a un problème sur un process. Et là, c'est vraiment deux missions différentes pour nous. Voilà. Donc, souvent, on confond les deux. Alors, c'est vrai qu'il y a la petite option qui permet d'avoir un semblant de spectre sur les collecteurs. Oui, mais ce n'est pas un analyseur de spectre. Je suis désolé, hein, ce n'est pas fait pour ça. Donc, à la limite, moi je suis en maintenance et je veux utiliser les vibrations pour la maintenance. Vous me mettez un gabarit, c'est vert, je suis content. C'est orange, je dois faire gaffe. Et c'est rouge, je dois vraiment m'inquiéter. Ça me suffit. Eh bien non, il y en a qui vont se poser la question, mais c'est quoi le pic qui est par là? On s'en fout, c'est pas mon problème. Si c'est le balourd que j'ai identifié comme problème chez moi, je vais surveiller le pic à la fréquence de rotation. C'est aussi simple que ça. Et on se fourvoie et ça se termine dans les tiroirs, hein, évidemment, puisqu'on a fait l'acquisition d'un système sans se poser la question avant. Quand on dit, mais est-ce que vous connaissez la chaîne cinématique de votre système avant de vous lancer dans du 4.0 Non, on ne peut pas faire ça comme ça ne marche pas. Donc, en fait, par rapport à ce que tu avais mis, pour le graissage, le système automatique, c'est très bien. Alors, vous, comme c'est connecté, c'est bien, parce que le risque, c'est de dire, j'ai mis un graisseur automatique, voilà, je m'en occupe plus. Et en fait, on oublie la machine. Mais est-ce que votre graisseur automatique, il est bien opérationnel jusqu'au bout? Tout le monde a vécu ça. Hein. Donc on se dit, c'est bizarre, j'ai un problème de lubrification alors que j'ai un graisseur automatique. Oui, mais si la graisse n'arrive pas là où il faut. Voilà. Donc le graisseur automatique, oui, mais en même temps, il faut quand même le surveiller parce qu'on est d'accord. Ouais, tu as tout à fait raison. Il y a aussi le problème de piles. Est-ce que les piles sont encore bonnes dans les graisseurs automatiques? Et ça, c'est la maintenance sur des graisseurs automatiques, des fois, qui peuvent poser problème. Au niveau vibration, si je peux rebondir un peu sur ce que tu disais, au niveau des indicateurs vert, jaune, rouge, ces indicateurs-là, il faut faire attention quand même. Parce que ces indicateurs-là, si on les paramètre selon la norme ISO,
bah, elles peuvent ne pas correspondre à vos machines. C'est là que la maintenance 4.0 ou l'industrie 4.0 nous a donné un coup de main. C'est que maintenant, bah, ces paramètres vert, jaune, rouge, bah, il y a des algorithmes, il y a un peu d'intelligence artificielle qui est derrière et qui permet d'avoir des alarmes qui sont beaucoup plus fines pour chaque machine. On va adapter le vert, jaune, rouge à chaque machine, à chaque état. Et c'est vraiment là qu'on a fait d'énormes progrès grâce à l'industrie 4.0. Oui, oui, absolument. Hein. Ce n'est pas du tout exclusif à ce que je disais, au contraire. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce sont des systèmes d'aide au diagnostic et non pas des systèmes de diagnostic. Et c'est un combat permanent d'expliquer que ce n'est pas des systèmes de diagnostic. Ce sont des systèmes d'aide au diagnostic. Donc les fondamentaux restent. Ce qui change, c'est tout ce qui est à disposition en maintenance avec l'évolution, l'intelligence artificielle, les techniques qui évoluent, les capteurs dont les prix diminuent. Mais ce n'est pas parce que j'ai fait l'acquisition de 2 ou 3 capteurs que je suis industrie du futur. Il ne faut pas rêver, il faut être quand même un peu... Il faut rester sur les bases. D'autres questions? Oui. Oui, bonjour. Moi, je suis désolé, je n'ai pas assisté à votre présentation. J'arrive de Paris et j'ai été un petit peu bloqué. Je suis venu, moi, je suis dans le semi-conducteur, d'accord, et dans la partie où on essaye de mettre ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle, du machine learning et tous ces trucs-là. Honnêtement, je me pose la question du marché. Est-ce qu'il y a vraiment un marché? Et est-ce qu'il y a vraiment besoin de machine learning ou bien un bon vieil algo qui permet de donner le gabarit, ça ne suffirait pas? Et comme les industriels sont des gens concrets, pragmatiques, comme moi je suis responsable Sud-Europe d'une boîte de semi-conducteurs, je me dis, je préfère aller voir les vrais qui sont de l'autre côté de la barrière pour voir si c'est de la masturbation intellectuelle ou bien de quoi avez-vous vraiment besoin? Parce que maintenant, effectivement, dans les composants d'objets connectés que vous avez dans votre lampe connectée, dans l'industrie 4.0, où il n'y a pas grand-chose, j'aimerais bien avoir votre vision d'industriel là-dessus, sur ce qu'on peut attendre, ce que vous attendez. Ces gabarits pour donner ce jaune, orange et rouge, est-ce que ce gabarit, ce learning, cette formation pour savoir ce qui est du domaine spécifique de cette machine, est-ce que c'est quelque chose auquel vous croyez? Est-ce que c'est le moment ou pas? Merci. Pour ma part, oui, on y croit. Chez Care, on est au quotidien dans les capteurs connectés. On produit nos propres capteurs, on en installe tous les jours. Mais après, tout dépend de la criticité des machines. On ne va pas mettre des capteurs aujourd'hui connectés sur toutes les machines. On va les adapter sur les machines les plus importantes. Et je pense que dans 2-3 ans, on verra des capteurs connectés arriver sur tout type de machine pour remonter des informations, que ce soit pour la production ou pour la maintenance, parce qu'ils auront besoin d'informations de plus en plus proches pour pouvoir gérer les arrêts de maintenance et autres. Moi, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'à un moment, j'assistais à une table ronde sur des outils connectés, etc. Et j'ai osé poser une question. Quel est votre plan B si vous perdez le réseau? Mais je vous assure, il y a eu 15 secondes de silence. Et quelle réponse m'a été faite? Mais monsieur, aujourd'hui, ça n'arrive jamais. Ah bon? Et ma question n'était pas piégeuse. C'était une question qui disait, mais s'il n'y a plus de réseau, quel est votre plan B? Est-ce que l'usine s'arrête? Vous faites quoi? C'est tout. C'était juste une... Eh ben voilà. Ensuite, quand on se... Alors moi, j'ai cette chance, c'est que moi, je peux visiter beaucoup d'entreprises pour voir mes apprentis, mes étudiants. Mais souvent, quand ils me parlent de 4.0, ils disent, vous savez, nous, le 1.0, ça nous suffirait déjà avoir la clé de 13 quand j'en ai besoin. Donc votre 4. Machin, là... bon. Alors, c'est vrai que ce sont des outils qui commencent à évoluer. Et pour revenir à ce gabarit de jaune-rouge, en fait, s'il y a un outil qui peut m'aider, finalement, je veux faire quoi? J'aimerais avoir l'expertise dans un système, c'est-à-dire reprendre votre expertise. Ce n'est pas pour vous voler votre connaissance, mais simplement ne pas vous embêter pour des choses qui sont triviales. C'est-à-dire que si je vous appelle, c'est que ce n'est pas trivial. Le reste, les choses habituelles,
l'intelligence artificielle m'aura déjà donné un coup de main. Voilà, c'est plutôt comme ça que moi je vois la chose. Mais les outils, effectivement, évoluent. Les capteurs à disposition, le tarif. Alors, un capteur connecté qu'on change, il faut savoir qu'un capteur, c'est une adresse MAC. C'est pas parce que vous le changez, vous le remettez, que dans votre circuit, il sera à la bonne place. Donc ça fait partie des choses auxquelles il faut penser, mais ça évolue dans le bon sens, mais surtout ne pas oublier l'humain. Et en France, on ne voulait pas appeler Industrie 4.0, mais maintenant on y revient parce que c'est le marketing qui fait la loi, mais c'était Industrie du futur. Pourquoi ? Parce que l'humain était au centre. L'autre jour, je me promène, je vois un écran, je demande à un opérateur, c'est quoi ? Il dit, oh, c'est le joujou du chef. Ça a coûté un bras, ça ne sert à rien. Alors qu'en fait, c'était un outil magnifique où il y avait tout qui remontait. On pouvait discuter par rapport aux données du MES. Mais s'il n'y a pas cette démarche, n'oubliez pas l'humain. Les capteurs ne font pas tout. Vous vouliez peut-être... Si vous voulez, ce que je me posais comme question, c'est la chose suivante. C'est si nous, au niveau technologique, on essaye de faire la chose suivante. On essaye de se dire, par exemple, je sais pas, on regarde les vibrations. Okay, on sait qu'on doit mesurer des vibrations et pas de la température, parce que à chaque chose qu'on va mesurer, il y a une classe d'algorithmes qui va être plus adaptée. Donc on se dit, on regarde de la vibration, on prend un objet qui est lambda, qui ne sait rien, on le met sur la machine, on attend un certain temps, on regarde comment ça évolue, et puis à partir de là, on donne voilà, son mode de fonctionnement habituel. Vous y croyez à ça ou pas ? Les vrais industriels, hein, pas le marketing. Oui, d'accord. La Aujourd'hui- boîte à malice. Aujourd'hui, chez Iker, on a des algorithmes qui tournent, mais on a encore l'humain qui est derrière. On fait les deux. On fait les deux chez Iker, on analyse avec des algorithmes, mais on a aussi des spécialistes de la vibration qui sont là et qui analysent à leur tour à côté. Parce que, comme vous dites, tout le monde n'y croit pas encore. Et donc, on est en train de faire cette démarche de faire des algorithmes pour nous aider dans notre diagnostic, dans un premier temps. Parce que ça nous permet de prioriser nos interventions au niveau des analyses vibratoires. Quand on a des usines de 1000 ou 2000 machines à suivre quotidiennement, nous, nos analystes, ils ont besoin d'avoir une priorisation des analyses pour pouvoir faire les analyses au plus tôt, pour pouvoir aider nos clients à intervenir au plus tôt aussi. Et c'est comme ça qu'au jour d'aujourd'hui, on travaille avec nos algorithmes. C'est pour nous aider dans notre travail du quotidien. On a aussi des algorithmes qui tournent sur d'autres capteurs connectés, où là, ils nous aident réellement à nous dire, oui, là, il commence à avoir une alarme, commence à regarder pour voir s'il n'y a pas un défaut de roulement, s'il n'y a pas quelque chose qui s'y passe. Mais on a toujours la partie humaine derrière. On n'est pas sur de l'auto-apprentissage. On ne va pas mettre un capteur connecté, attendre qu'il mesure pendant 6 mois, et dans 6 mois, voir s'il va être capable d'analyser quelque chose. Parce que déjà, on a perdu 6 mois. Donc on travaille avec l'humain aussi. Oui, je crois que c'est super important de dire, c'est-à-dire que l'expertise, elle va rester. Hein, je veux dire, l'expérience. Alors je vais utiliser un terme non normalisé de maintenance. Votre système, il va faire son analyse, mais non, mon expérience me dit que la maintenance percussive, juste en haut à droite, suffit pour faire repartir. Moi, j'ai pas de temps à perdre. Je suis désolé, mais aucune intelligence artificielle ne la trouvera. C'est que l'intelligence naturelle. Donc, ça reste. Si maintenant, effectivement, ces outils peuvent m'aider, alors il y a une société qui a sorti un système comme ça, qui parle du principe en disant, finalement, quand je suis dans mon véhicule et qu'il y a un nouveau bruit qui apparaît, je suis capable de dire, tiens, il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude. Je ne pourrais pas dire quoi. Mais voilà, mais ça c'est aussi un peu leur système qui dit, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Donc à partir de là, je vais investiguer et lorsque j'aurai fait mon diagnostic, je renseignerai le système en lui disant c'était ça. Ce qui fait que la fois d'après, c'est tout simple. Hein. Si je retrouve la même collection de capteurs et de données, je serai capable de dire c'est probablement ça. Mais attention, jamais je dirai c'est ça. C'est probablement ça. Et c'est là où il ne faut pas tomber dans le piège. Ce sont des systèmes d'aide au diagnostic. Mais quel bonheur quand on est responsable maintenance d'avoir ces tâches à non valeur ajoutée, parce que finalement, pour un expert, il a autre chose à faire.
Alors déjà, il y aurait des choses à dire quand on pense que 30% de son temps, un responsable maintenance est devant son écran. À se dépatouiller, alors je ne citerai pas de nom, entre les données à droite à gauche de GMAO, de je sais pas quoi, voilà. Oui, SAP, merci, c'est pas moi qui l'ai dit. Et donc, non, le métier d'un responsable maintenant, c'est d'animer ses équipes. Et donc, l'évolution, c'est d'avoir des reportings simplifiés. C'est quand même pas compliqué. Voilà. Donc, et oui, ça évolue. Et alors, nous, notre préoccupation, c'est de réussir à convaincre les jeunes de venir dans ces filières. Parce que, il y a à la sortie, ça fait 10 ans que je radote maintenant, il y a un déficit aujourd'hui pour recruter un technicien en maintenance. Alors, moi je dis pour les gamins c'est bien, parce que finalement ils négocient. Vous avez quoi, Android? Ah non, vous ne m'intéressez pas. Vous, c'est quoi, iPhone? Oui, je viens chez vous. Bon, mais c'est pas ça, c'est pas une situation saine. L'objectif, c'est de pouvoir dire oui, c'est des métiers passionnants. Oui, tout le monde, on a tous des parcours atypiques, mais on est tous passionnés par ce qu'on fait. Et c'est pas évident. Aujourd'hui, on est dans des situations où on va fermer des filières de techniciens maintenance faute de candidats. Non, mais on marche sur la tête. Et là, on a besoin de tout le monde. Ouais, en fait, peut-être on dérive, mais sans dériver. C'est-à-dire, si j'entends ce que vous dites, ça veut dire qu'il y a en ce moment un déficit au niveau des jeunes qui veulent aller en formation dans ces métiers-là. D'accord ? Vu du côté, en ce qui me concerne, c'est boîtes américaines, d'accord ? Si il y avait des moyens pour dire aux plus jeunes, voilà, aujourd'hui, vous pouvez potentiellement travailler avec des capteurs dans lesquels vous allez mettre des algorithmes qui viennent de gens qui ont l'habitude d'analyser. Et ces algorithmes, on peut les mettre pour simplifier la vie et identifier si on est bien dans la bonne zone ou pas. Potentiellement, vous pouvez avoir aussi du machine learning pour dire, tiens, là, on sort de quelque chose d'habituel. On sait, comme vous le disiez, on ne sait pas ce que c'est. Mais voilà. Mais ça, à la fin, c'est quand même de l'expertise. C'est-à-dire l'expertise, comme vous disiez, on tape, puis on voit ce qui se passe, une réponse impulsionnelle. Ou bien, ça peut être des algorithmes. Donc, ça veut dire que là, c'est de la connaissance mathématique et quelque chose qui doit résonner dans la tête des plus jeunes, puisque là, c'est du... Et il peut y avoir aussi du machine learning. Ça fait quand même 3 axes où un jeune peut se dire, à la fin, tout ceci peut se mettre en logiciel dans un capteur, mais à la fin, c'est dans un circuit intégré, avec un microcontrôleur, avec à l'intérieur potentiellement des parties type TensorFlow pour arriver à accélérer les algorithmes qui sont spécifiques à ce que l'on est en train de chercher. Ceci, il y a un travail qui se fait aussi avec la formation, c'est-à-dire qu'en amenant potentiellement des technologies, ça peut permettre à des jeunes de se dire, voilà, je suis en train de faire du soft, je suis en train de faire de double code de la high-tech, mais en fait, c'est pas pour me faire plaisir, c'est parce que à la fin, ça va servir à quelqu'un qui lui-même lui permettra d'analyser ou de faire... Est-ce que peut-être le fait qu'on reboucle du semi-con des maths pour aller arriver dans la vraie vie et puis mettre ce qu'il faut, et ni trop en avance ni trop en retard, mais de montrer le panel, parce que peut-être dans quelques années, certains algos seront aussi faits plus automatiquement, même si aujourd'hui ils sont faits avec l'esprit et la connaissance des gens dans les équipes. Donc, n'est-ce pas un moyen de réactiver cette filière pour le bien commun, quoi ? Oui, d'accord. Oui, tout à fait. Et par rapport à vos métiers, donc vous avez des experts dans le domaine des vibrations. Et est-ce que c'est dans vos optiques de transférer cette expertise? Parce que le souci qu'il peut y avoir dans des systèmes un petit peu trop automatiques, c'est qu'il n'y ait plus d'experts dans la maison. Et la connaissance, elle disparaît. Plus personne ne sait faire. Et bon, on l'a déjà vécu dans d'autres domaines. C'est déjà arrivé que des fabricants de moteurs, il n'y ait plus personne qui soit capable de rebobiner un moteur. C'est un peu inquiétant, mais... Donc, comment est-ce que les experts réagissent par rapport à ce transfert d'expertise? Au niveau de nos experts, aujourd'hui, on a à peu près 300-350 ingénieurs dans le monde entier qui font des analyses vibratoires tous les jours.
Et ils travaillent main dans la main avec nos data scientists qui sont là pour créer les algorithmes. Donc chez nous, ça ne nous fait pas peur du tout parce qu'on sait très bien que les experts de maintenance prédictive auront toujours un rôle à jouer. Parce qu'on ne peut pas créer un algorithme si on ne connaît pas la machine au départ et si on ne connaît pas la technologie. Donc forcément, et c'est là que la puissance d'Icar est là, c'est parce qu'en fait, ces algorithmes que l'on crée au jour d'aujourd'hui, c'est des gens du terrain, c'est des gens qui ont fait de la mesure vibratoire pendant des années, qui vont être là et qui sont dans les équipes Industrie 4.0 et maintenance 4.0 chez Icar et qui développent ces algorithmes-là. Et après, on aura toujours les missions à côté d'expertise pour faire des diagnostics parce qu'il y a des problèmes structurels, parce qu'il y a des problèmes de résonance, parce qu'il y a des problèmes sur les machines que les algorithmes ne pourront pas trouver. Et là, ce sera nos experts qui y iront. C'est vraiment presque le mot de la conclusion, hein, c'est-à-dire qu'il faut, avant d'utiliser des systèmes je dis exprès de diagnostic, il faut connaître son système. Hein. Bon, ça paraît tellement fondamental. Bon, bien, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup Yann. Merci Karim.